Bonjour à tous, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, nous sommes dans notre quotidienne BTC, macroéconomie et économie en général, et on va même élargir sur la crypto, ce qui est en train de se passer et globalement où on en est. Alors, déjà, première chose, on va parler et faire un rappel de la deuxième hypothèse, donc qui est différente de celle que je vous propose en quotidienne, qui est celle, notre backup un petit peu, qui est en train de se confirmer plus le temps passe, et justement, on va l'expliquer, on va faire un retour dans la notion de fractalité, voir ce qui s'est passé dans le passé au niveau de BTC, voir aussi ce qui s'est passé au niveau de l'order flow, pour comprendre les différents setups qui ont pu justement découler sur un point bas ou un changement en fait au niveau du market. Et ensuite on va faire un point crypto d'ordre général avec The Merge et ensuite un point macro, histoire de voir un petit peu tout ça. Donc première chose, on attaque tout de suite avec cette hypothèse très importante qui est vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5, terminé du coup en avril 2021, et actuellement nous serions dans un retracement en A, B, C effectif. Donc hop, on va zoomer. Nous serions, je tourne dans le retracement A, B, C, et donc là on serait dans une grande C, donc un peu classique, sauf que, contrairement à l'hypothèse de la quotidienne, c'est que ici nous sommes dans une fin héliotiste. Fin héliotiste qui a toujours deux possibilités, on le rappelle, soit on part directement sur une autre mise en place de schéma héliotiste avec des vagues 1, vague 2, 3, 4, 5, d'accord, donc vous bull run, soit tout simplement on fait une séance de ranging, donc on met en place une zone de neutralité qui peut aller un peu plus bas, qui peut aller dans les 15 000 à 25 000, sur lequel on consolide avant de partir sur un break, et le break ferait vague 1, vague 2, et ensuite repartir sur l'héliotisme. Donc ça c'est un petit peu l'idée globale que l'on a sur cette hypothèse-là, qui se confirme un petit peu, parce que on a justement le niveau 382 qui se trouve pile poil ici, et ensuite on a le 618 qui est dans les 10 000, donc qui serait l'objectif justement baissier, sur une continuité de la C, pour aller chercher l'objectif suivant, le 1,618, qui est une extension de la A sur le retracement P, pour une continuité baissière. Bien évidemment, cette zone de neutralité ne peut pas durer indéfiniment, on a le halving qui est une date fixée, là actuellement je suis en hebdomadaire, donc le halving serait normalement en mai 2024, mai-avril, ça se déterminera, c'est un nombre de blocs, c'est pas une temporalité, donc ça évolue en fonction des timers que l'on a et de l'évolution des blocs, parce qu'il y a un petit décalage, c'est un bloc de BTC, ce n'est pas 10 minutes, c'est un petit peu en dessous, donc forcément on a un petit écart, mais globalement, on sait que ça va arriver en 2024, et le halving, on sait historiquement que ça a un impact très fort sur les cours, parce que, on rappelle, le Bitcoin, c'est une technologie à part, qui est derrière le Bitcoin, il y a une industrie de sécurisation, qui met en place justement une consommation électrique à travers des ASIC, donc des ordinateurs spécialisés pour résoudre un schéma mathématique particulier pour valider et sécuriser des blocs. Et en fait, ça a un coût structurel, ça a un coût énergétique, et on ne peut pas globalement soustraire ça au BTC. C'est-à-dire qu'on analyse le BTC, c'est une industrie qu'on analyse aussi, et cette industrie-là a des coûts fixes, et le halving divise par 2 leur chiffre d'affaires. Clairement, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ils gagnaient 1 million de dollars, ils gagneront 500 000 dollars. Du jour au lendemain, c'est le principe du halving. Donc ça veut dire qu'il doit avoir soit une réduction drastique de leurs coûts, pour qu'ils restent rentables, donc soit ils trouvent un moyen de réduire très très fortement leurs coûts, soit justement il y a une augmentation du prix du BTC, pour pouvoir subvenir à une continuité de la sécurisation du réseau. Donc c'est toujours en fait cette schématique-là, à savoir qu'on garde en tête qu'on a une inflation énergétique qui est constante depuis quand même un certain nombre d'années, qui est très exacerbée cette année-là, mais qui est quand même sur un fond d'accélération depuis déjà un certain temps. Donc forcément, ce qui coûte le plus, c'est l'énergie en fait qui est consommée par les ASIC, donc par les ordinateurs qui valident. Donc cette énergie-là continue à augmenter, même s'ils ont des deals particuliers et que c'est quelque chose qui est encore à part. Néanmoins, on sait que
on a un vecteur d'augmentation tarifaire, en tout cas leurs charges ne vont faire qu'augmenter, vont diminuer difficilement, et si elles diminuent c'est par un achat de nouveaux ordinateurs, donc nouveaux ASIC qui sont plus performants, mais donc ça veut dire une immobilisation, donc ça veut dire des investissements massifs, donc une augmentation des charges. Somme toute, on est toujours dans une augmentation de charges constante, et une rentabilisation de celle-ci, mais du coup ça sous-entend aussi que derrière, quand on va cutter par 2 leur chiffre d'affaires, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et je pense qu'ils se préparent justement à cette période-là, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la notion de fragilité. C'est pour ça qu'on parle justement dans le BTC, qu'on a toujours un cycle de 4 ans qui est lié et rythmé par le halving, qui est ce cut des chiffres d'affaires des mineurs, donc de ceux qui sécurisent le réseau. Sans les mineurs, le réseau n'a aucune utilité. Donc forcément, en tout cas, n'a aucune force, parce que s'il n'y a pas de sécurisation et de décentralisation grâce aux mineurs, bah malheureusement, l'intérêt de la décentralisation et de la sécurisation du Bitcoin perd tout son sens. Alors, tout ça pour dire que actuellement nous sommes dans une zone potentielle de neutralité dans cette hypothèse-là, avec un 382, on sait qu'on a un niveau plus bas dans les 618, on prend un petit peu de recul, avec 2 Fibonacci, 2 retracements, sur lesquels on a le premier qui part au tout début, donc de 0 à justement le top. Alors du coup, le top peut-être un tout petit peu plus bas, parce que là j'ai pris 70 000 pour que ce soit plus simple pour le placer. Pourquoi je le fais partir tout en bas à 0 jusqu'au plus haut? C'est pour avoir une idée globale de la structure du cours. Voilà. Actuellement, c'est aussi pour répondre aux personnes qui m'ont posé des questions dans les commentaires, pourquoi je partais de 0 et je ne prenais pas justement le bas ici de ces structures. Parce que il faut prendre en corrélation justement l'idée d'un retracement global du cours, donc de 0 à l'ATH qui a été effectué, et le dernier mouvement, donc qui est ce dernier bull run, donc de mai, à justement le dernier ATH qui a été effectué. Et on va voir justement qu'on a une forme de corrélation entre les deux, parce que ce sont des niveaux très importants de retracement. Actuellement, nous sommes en dessous du 618, nous avons le 786 qui est à 15 000, 786 qui est un niveau très fort de résistance, comme le 618, sur le retracement total du mouvement, donc on a quand même retracé beaucoup par rapport à l'état global du marché, et sur le mouvement du dernier bull run, quand on regarde, nous sommes actuellement sur le 786, sur lequel nous avons touché, qui se trouve à 17 275, en tout cas sur ce graphique-là, et on est donc dans une zone de retracement fort. Et on est dans une zone de rechargement fort au niveau du Bitcoin. C'est une zone sur laquelle, en effet, le cours retravaille, et le cours sur lequel on va avoir des achats long terme qui peuvent être effectués. Si vous êtes là, et que vous rentrez sur le marché maintenant, sur du long terme, c'est une zone qui est très intéressante pour lisser votre prix en DCA, pour faire une première entrée, et vous préparer potentiellement à, sur les différentes oscillations, si jamais on a une zone de neutralité, à lisser votre prix et à continuer à acheter, même si ça descend plus bas, même si ça va toucher les 15 000 ou les 10 000. Ça importe peu parce qu'on est dans une zone très très forte de, en tout cas d'achat long terme, sur lequel on sait qu'on est sur un bas de marché. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? La réponse est oui, mais est-ce qu'on peut descendre beaucoup plus bas? C'est difficile, c'est très difficile pour le marché de break beaucoup plus bas, parce qu'on est dans une zone vraiment de retracement fort, effectif. On fera le point et la cohérence avec la macroéconomie derrière, mais on est dans une zone d'achat long terme très intéressant, long terme étant, bien évidemment, si vous avez compris, les cycles sont de 4 ans, donc le long terme sur le BTC, c'est généralement 2, 3, 4, 5 ans sur justement la mise en place d'un nouveau cycle, l'arrivée sur un prochain ATH, un prochain retracement, donc c'est toute cette partie-là, et si on regarde, de toute façon, dans tous les cas, l'évolution générale du BTC, depuis l'état que fait justement ce graphique, nous sommes bien dans quelque chose qui est excessivement bullish, et qui est en forme d'accélération constante. Alors, on va parler de la notion de fractalité. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je vais aller assez vite, mais c'est important de le prendre en compte, c'est qu'on a quand même une forme de fractalité où on a une accélération, un retracement, avec un arrêt baissier, réaccélération haussière, retracement encore une fois, et une nouvelle réaccélération qui est généralement rythmée par le halving effectif. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde un petit peu la notion de temporalité entre le top et justement l'arrêt qui est ici, nous avons 420 jours, ok, 420 jours, donc sur le dernier ATH avec le plus bas. Ensuite, si on prend
le dernier bull run, pareil, nous avons ici, non, hop, on va bien se remettre, nous avons ici la TH, on nous amène au plus bas, 84%, l'autre c'est 87%, et nous sommes à 370 jours. Ok, donc globalement on va dire 1 an, pour les... si on doit arrondir un petit peu les deux. Et ensuite, autre question, entre le moment où on a fait le plus bas et le moment où on reteste avant de partir, combien de temps on a? On a ici 441 jours, ok, donc qui est relativement long, qui est plus long que la descente qu'on a eue, et à côté, on se retrouve dans quelque chose qui fait 224 jours. Ok, si on regarde la totalité du mouvement, donc c'est-à-dire ATH, plus bas, accélération haussière, reteste. On voit que cette schématique, elle est quand même fréquente. On est sur 635 jours. 635 jours, pareil ici, on regarde, accélération baissière, moins 84%, réaccélération haussière, retest, effectif, et on est à 819 jours. On est quand même sur des cycles qui sont relativement longs dans cette phase d'accumulation. Oui, mais aussi en même temps, est-ce que cette phase d'accélération a duré la même temporalité? Et c'est ça en fait qui est vraiment intéressant, c'est de voir cette notion de temporalité entre les deux. Par exemple, si on regarde cet ATH par rapport au précédent ATH, on est à 1470 jours. Ok, cet ATH par rapport au précédent ATH, 1449 jours. Et c'est là où je vais vous donner un peu la notion de temporalité, c'est que on est en fait sur la totalité du top à top, sur à peu près, vraiment à quelques jours près, sur la même chose. Pourtant, les mouvements internes varient, même si leur structure est identique. Structure, on fait un plus bas, on réaccélère en haut, on reteste, on repart. Là, ici, on a fait un plus bas, certes, on est allé chercher la liquidité de ce point bas ici, mais on a fait accélération haussière, retest, départ. Pareil ici, retracement, point bas, accélération haussière beaucoup plus marquée que la précédente, retest, on n'est pas allé chercher le point bas, et après on est reparti. Donc on a cette schématique de correction, temporisation ou réaccélération. Ici on a plus une zone de neutralité, mais ici on est plus dans une zone de réaccélération. Retest, départ. Et là on est un peu dans cette schématique-là, et je pense que c'est intéressant de le garder en tête, parce que quand on regarde la notion de temporalité, ça sous-entend que le prochain ATH, si on garde cette idée des 1440-60 jours, on prend l'ATH effective, et les 1400, ils sont quand même loin, hein. Les 1400, ils sont en 2025. 2025, ok, on va se mettre... Alors, est-ce que ça va si je prends ça tout de suite? On va... Hop, on se le note ici, donc qui serait un prochain ATH globalement en octobre, on va dire fin 2025. Ok, fin 2025. On a le halving qui est en 2024. Ok, on garde en tête. Là actuellement, on a eu une descente qui a été relativement longue. Nous sommes actuellement à 300 jours. Bon, on est quand même loin de la notion de temporalité. Plus on va rester dans une zone de ranging, plus derrière, si on garde cette temporalité des 1400 jours, plus l'accélération haussière sera forte. C'est un peu l'idée. C'est-à-dire que soit on est en train de structurer quelque chose où on va faire une zone de neutralité dans cette zone-là qui va durer assez longtemps, même si on fait un point plus bas, admettons, voilà, et ensuite on va accélérer, mais ça veut dire que au niveau de 2025, l'accélération et le nouvel ATH va être très très forte, l'accélération va être vraiment très très forte, qui est en même temps dans une forme d'adhésion massive. On le sait que l'adhésion massive va arriver, en tout cas on a fait une première forme d'adhésion ici, là cette structure de 2018 à 2022, c'est une structure ici de première phase d'adhésion, d'accord? On a une première phase d'adhésion sur laquelle on commence à frôler les 5% d'utilisateurs, donc on a cette première phase. On sait qu'on a la plus grosse phase qui nous attend, qui est la phase d'ouverture, et cette phase d'ouverture va entraîner de toute façon une accélération très très forte. Est-ce que ce serait pas ce moment-là? Moi c'est un petit peu la réflexion que je me fais, et dans tous les cas, comme je vous le dis, on est dans une zone d'achat très intéressante. Alors qu'on fasse une neutralité ici, qu'on fasse une accélération haussière, puis après un retracement, que ce soit juste un simple retest ou un break baissier pour aller prendre la liquidité pour repartir, la notion de finalité elle se trouve là, d'accord? Alors que vous lissez vos achats ici sur le long terme, c'est pas gênant. Limite, plus on a une zone de neutralité dans cette zone-là, mieux c'est pour les gens qui sont en train de se structurer ici. Parce que quand on achète sur du long terme, on cherche pas le court terme, on s'en fiche un petit peu que ça descende un petit peu plus bas à 14 000,
peu importe, parce que dans tous les cas, on va lisser son prix, on sait qu'on va avoir un prix qui va être entre 25 et 15 000, donc on va avoir un PMA qui va être dans les 20 000, donc un prix moyen d'achat, et derrière, on va attendre le départ à la hausse, qui nous donnera un nouvel objectif et un nouveau départ. Donc voilà, c'était pour prendre un petit peu de recul par rapport à ça, au niveau de la notion de fractalité. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est la cohérence par rapport au RSI, qui se trouve ici, où on a un point bas à chaque fois qui est noté par une cassure, ici par exemple, donc là on voit bien, ici dans cette zone-là, la cassure où on est passé en dessous, pareil ici on est passé en dessous, et pareil ici on est passé en dessous. Donc ça voudrait dire qu'on est dans cette phase là, dans cette première phase qui correspond un peu à la notion très forte de premier point bas. Et au niveau de la temporalité, on est aussi dans cette schématique-là, on est à peu près dans la même temporalité. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on part sur quelque chose qui va nous faire 200 jours de neutralité ou 200 jours de rebond, ou quelque chose qui va être beaucoup plus long, qui va nous faire 400 jours de rebond. En gros, la question elle est, est-ce qu'on va repartir sur un bull run dans... alors là, ça fait déjà combien de temps ? Excusez-moi. Entre ce point bas, ici... Voilà, ça fait 100... Allez, on va simplifier, on va dire que ça fait 100 jours. La question à se poser, c'est est-ce qu'on repart dans un cycle haussier dans 100 jours ou dans 300 jours ? Donc globalement dans un an. Donc c'est globalement la seule question qu'on peut se poser là. On sait qu'on est dans une zone basse, est-ce qu'on peut aller plus bas ? Oui, mais est-ce qu'on va aller beaucoup plus bas, aller taper dans les 3000 ? Là actuellement, techniquement, et en termes de fatalité et en compréhension du marché, c'est très peu probable. En plus, 3000, ça sous-entendrait qu'il y ait quasiment, enfin non, c'est qu'il n'y aurait plus aucun mineur qui serait rentable. Donc il n'y a aucune logique à descendre aussi bas. Maintenant, est-ce qu'on peut descendre à 10 000 ? 10 000, oui, il y a encore un certain nombre de mineurs qui seraient rentables, ceux qui ont fait des gros investissements et qui ont les meilleurs deals électriques, mais globalement, il y en aurait assez peu qui seraient encore vraiment rentables. Donc là, on sait qu'on est dans une zone sur lequel on peut avoir une forme de neutralité, c'est pas gênant, et limite, ça importe peu. Dans cette notion de prise de recul, moi ce que je vais vous proposer, c'est de regarder un petit peu l'order flow et l'inflow sur, en tout cas, ce qui s'est passé sur ce dernier bull run, sans aller dans une notion de réflexion pure stratégique, parce qu'il est important de comprendre que le marché a évolué, l'inflow et l'outflow, et la représentation des liquidités qui rentrent et qui sortent, et donc des positions des traders qui sont en cours sur le perpétuel, notamment, et qui donnent aussi le type de traders qui sont présents. Et donc forcément, ça évolue. Les personnes, maintenant, si on considère à l'heure actuelle, les retail, ceux qui sont faits rincer totalement, ne sont plus là. Il y a très peu de nouveaux retail qui sont en train de rentrer, donc très peu de nouvelles personnes qui commencent à rentrer sur le marché pour faire du trading, en tout cas beaucoup moins que dans cette phase d'accélération et dans cette phase d'accélération, et ceux qui sont restés, c'est ceux qui ont appris dans le mal ici, d'accord ? On n'oublie pas quelque chose, c'est que bonne mer ne fait pas bon marin. Alors, cette expression, elle est un peu vieillotte, mais appelle vraiment à cette notion, c'est-à-dire que quand on est en bull run, on n'apprend pas ce qui se passe, on n'apprend pas à la dure, on n'apprend pas à gérer son risque, alors que quand on se mange une descente comme on est en train de subir, c'est là où on apprend de ses erreurs, parce qu'on fait plein d'erreurs, et on apprend aussi à survivre, et c'est le principe du market, apprendre à survivre. Donc ceux qui sont ici sont déjà les personnes qui ont survécu, ou les personnes qui ont l'habitude, il y a assez peu de nouveaux. Donc forcément, la notion de réflexion qu'on va avoir maintenant, il faut la prendre avec un petit grain de sel, parce que la représentation des graphiques est différente, et la notion de mentalité des personnes qui étaient présentes à ces époques a évolué. Soit les personnes sont parties, soit les personnes ont changé, parce qu'ont appris de leurs réussites et de leurs échecs. Alors, ceci étant dit, nous voyons que nous avons un perpétuel avec énormément de leverage et un ratio qui ne fait que monter, mais c'est logique, étant donné que derrière nous avons très peu de spots qui sont, qui est actuel, on a très peu de volume, on le sait, voilà, c'est acté, mais dans tous les cas, on a quand même beaucoup de leverage, et les points importants qui sont intéressants, en tout cas moi que j'aime bien vérifier, c'est la notion de long short par rapport au top trader et la notion de long short par rapport à la totalité des comptes sur Binance. Pourquoi Binance ? Parce que c'est là où il y a le plus de volume, notamment sur le perpétuel, et qui représente 70%, pas loin, du marché en termes de perpétuel. Et qui donne du coup une bonne estimation. Alors, déjà, la première chose, c'est que quand on voit au niveau de top trader, une contraction systématique, ici, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Première contraction, ici, réaccélération haussière. Deuxième contraction, ici, on a les prémices du break qui s'effectue ici et dans cette contraction ici.
et pareil, ici nous avons une contraction qui s'est effectuée. Donc là, on a des choses qui sont en train de se passer. Des choses qui sont soit haussières, comme là, des choses qui sont soit baissières, comme là, avec le crack, ou qui sont justement potentiellement soit haussières, soit baissières ici. L'autre élément qui est intéressant, c'est de voir la cohérence entre la position de top trader et la totalité des comptes. Quand on voit qu'on a une discordance, c'est-à-dire quelque chose qui est différent entre l'un et l'autre, comme ici on peut le voir, ici on a quelque chose qui est différent structurellement. Ici on avait la totalité des comptes qui était à l'achat, ici qui était sur une forme de contraction, donc une forme de hedging au niveau des top traders qui est en train de se faire. On a eu le break baissier. Ici on avait une forme de concordance, on avait la totalité des comptes qui était en forme de peur, on va dire ça comme ça, sur lequel on avait une contraction qui était effectuée, et pareil, ici, on a eu une accélération haussière. Là, qu'est-ce que l'on a ? Là, on a une forme d'incertitude au niveau des top traders, au niveau de la totalité des comptes. Par contre, les top traders, clairement, on a eu la contraction, on a eu l'expansion, contraction, mais en tout cas, si on retire la notion de bruit, comme on peut avoir, la notion de bruit sur le court terme, parce que là, c'est une vue en daily que je vous ai donnée, mais si on retire cette notion de contraction, on serait dans cette notion de bruit, on serait dans une forme de contraction conjointe entre les deux qui pourrait ressembler à ça, d'accord ? Qui pourrait ressembler à ça, et donc du coup, est-ce qu'on ne serait pas sur une forme de bottom qui serait posée ? Est-ce qu'on peut descendre plus bas ? Oui, mais en tout cas, on a une forme de consensus qui est en train de se faire au niveau des traders perpétuels, où on est potentiellement dans une zone où c'est intéressant de commencer à ouvrir des positions en longue, qu'elles soient accentuées ou non, dessus. Donc ça c'est très intéressant quand on comprend comme ça, et il va falloir patienter, parce que là on n'a pas encore d'éléments marqués, ça je vous le referai un petit peu plus tard en weekly, quand j'aurai plus de données pour bien avoir cette visibilité sur le long terme, et on pourrait voir ce qu'il se passe. Alors, ceci étant dit, on va faire un petit point rapide sur l'Ethereum, en tout cas la paire Ethereum-BTC, parce que je vous ai beaucoup parlé de The Merge. Je ne reviendrai pas dessus, mais The Merge c'était un événement important, parce que c'était une forme de peur très forte pour l'ensemble de l'écosystème des cryptos, parce que si ça se passait mal, on aurait eu un break très très fort d'Ethereum qui aurait entraîné toute la sphère crypto. Ça s'est très bien passé. Actuellement, ça fait déjà quelques jours que ça tourne, donc on sait que ça fonctionne, on sait que ça marche bien, et à côté, on a, comme je vous l'avais dit, voilà, une forme de prise de profit, des personnes aussi qui pensaient qu'on allait avoir une très grosse envolée. Là, actuellement, on a une forme de prise de profit suite à la nouvelle. Ok, on sait que ça s'est bien passé, les personnes prennent leur profit structurellement, donc c'est pour ça aussi qu'on a une cassure de la surperformance. Mais ce qui est logique, on a fait un break-off structure, on a travaillé la partie supérieure du break-off structure, et donc là, on doit retracer pour consolider et repartir. Retracer, si on regarde un petit peu, on serait sur un retracement de 786, donc potentiellement aller retravailler ici cette zone d'imbalance, qui serait tout à fait logique, voire potentiellement une petite mèche dans cet order block qui se trouve là, pour repartir à la hausse et retravailler la partie supérieure. Là, on a un signe, dans tous les cas, de surperformance. Et comme je vous ai expliqué, The Merge, c'est pas un événement magique où le cours va éclater, non, c'est que derrière, on a une diminution de la génération Ethereum, donc c'est sur le long terme, où on sait qu'on a une diminution de la pression baissière, on passe sur quelque chose qui était hyper inflationniste, l'Ethereum, à quelque chose qui peut être majoritairement déflationniste ou très légèrement inflationniste, voire déflationniste, en fonction des volumes de transactions et du pourcentage de stacking des Ethereum qui sont effectués. Mais du coup, on a quelque chose qui shift en termes de tokenomics. Ça va prendre du temps, le marché va mettre du temps à se gérer et à s'autogérer, on sait que c'est quelque chose qui va prendre de la valeur au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous dis qu'Ethereum, en tout cas, The Merge, moi de mon côté, je suis relativement bullish dessus, et j'ai tendance à penser que c'est quelque chose qui va influencer notamment sur le BTC, d'accord, et qui pourrait confirmer potentiellement une zone de neutralité courte, comme on pourrait l'avoir ici, d'accord, parce qu'on pourrait avoir quelque chose qui part sur une zone de neutralité courte, avec une accélération haussière douce, et qui pourrait justement compenser la notion de macroéconomie que l'on va voir, et qu'il faut aussi comprendre. Alors je vous invite à regarder la vidéo de l'hebdomadaire dernier, donc du samedi précédent, donc là aujourd'hui nous sommes le 17 septembre 2022, mais donc regardez la vidéo de la semaine précédente où je fais un retour sur la notion de narratif économique et macroéconomie, et qu'il faut prendre du recul par rapport à ça et par rapport à ce que je vais vous dire. Alors, on va faire un petit point sur le Nasdaq, globalement semaine clôturée dans le rouge, disons-le, on est toujours dans notre break-off structurelle qui s'est faite
ici, d'accord, donc là on a fait un break-off structure, on est passé au-dessus, et là nous sommes dans une zone de retracement sur lequel on est globalement sur 786, ici, alors, je sais pas pourquoi, on ne le voit pas, mais on va le remettre, le 786, voilà, où on peut descendre encore un petit peu plus bas, le chercher, mais globalement on est dans une zone de retracement de Fibonacci pour une continuité haussière, et tant qu'on ne casse pas ici ce plus bas là, d'accord, on n'invalide pas le break-off structure qui était effectué ici. D'accord, tant qu'on ne va pas plus bas ici, ça veut dire que là, on a bien fait un break-off structure et qu'on repart à la hausse. D'accord, donc là, on est toujours dans cette schématique. On a fait une accélération haussière, break-off structure, donc on change de structure actuelle mineure. D'accord, on est toujours dans une grosse structure de correction, mais la plus grosse structure est dans une structure haussière. D'accord, on n'oublie pas, là, on est dans une correction baissière d'une grande structure haussière. Ok, et là, on est dans une petite structure haussière, avec le break-off structure, donc sur lequel ici on a invalidé une continuité baissière court terme, et donc tant que on n'a pas recassé en bas, ici on est toujours dans ce petit retracement, et il faudrait break ici pour la confirmer correctement, et pareil, pour avoir un gros break-off structure, il faudrait casser ce plus haut là, mais ça je vous l'explique régulièrement dans la quotidienne. Donc en termes de macroéconomie, on est dans une zone intéressante. Une zone intéressante sur laquelle on a une forme d'incertitude et qui est liée aussi à ce qui est en train de se passer. On a eu les taux d'inflation cette semaine, la semaine prochaine, on a le discours de la Fed avec l'annonce des taux. Comment la Fed va réagir avec les taux, et on va avoir aussi une estimation de ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, au niveau de l'élévation ou la diminution des taux effectifs. Et donc ça c'est très important parce que le marché va se baser sur ça pour faire son pricing. On a une forme de pricing qui a été effectuée sur une forme d'idée générale de ce qui va se passer, et donc là on va avoir une consolidation sur cette fin d'année. Et donc c'est très important parce que ça va donner le ton sur la fin de l'année, et là ça se voit qu'on est dans une zone de travail importante, parce que on est dans une zone d'incertitude sur laquelle on aura, je pense, une confirmation de ce qui va se passer avec le discours de Powell de la semaine prochaine. Pareil au niveau du SP 500, si on regarde, on a fait le break-off structure ici, break-off structure, reparti à la hausse, retracement 786 ici, sur lequel on est dans une zone d'incertitude. Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Il va falloir patienter d'ordre général et avoir une idée globale de ce qui va se passer. Et je pense que c'est important de le garder en tête par rapport à la suite. L'autre élément qui me fait dire ça aussi, c'est un petit peu l'indice dollar, très important, qui nous donne beaucoup d'informations, qui est la représentation de la force du dollar, et donc derrière une compensation de ce qui peut se passer sur le marché action. On voit qu'on est ici sur une forme d'accélération haussière très structurelle, très forte, hein. Première accélération, retracement, deuxième accélération, mais on voit qu'au niveau du momentum, on a une perte de momentum déjà depuis mai 2022, où on est en train de structurer ici une perte de momentum très très forte sur cette accélération haussière, et donc une divergence baissière qui est en train de se mettre. Est-ce qu'elle va s'actionner maintenant? Est-ce qu'elle va être validée maintenant? Pas forcément. Moi c'est quelque chose que je vous ai donné déjà depuis un certain temps, avec une forme de consolidation effective sur lequel on pourrait avoir ici un retracement, mais j'ai tendance à penser qu'on va finir à taper sur les 121, on pourrait avoir une continuité de cette divergence pendant un certain temps, avec une continuité de montée, mais on a une indication que là, au niveau de l'indice US dollar, on est quand même dans une partie faible sur laquelle on a une momentum qui est en train de s'épuiser. Donc on pourrait avoir une correction dessus, très forte, qui pourrait donner une forme d'accélération haussière, une impulsion derrière. Par contre, si on a une continuité d'accélération haussière du DXY, on aurait justement un travail potentiellement des 10 500 et donc un break des différents indices. Donc pour le Nasdaq 10 500, SP500, on irait chercher potentiellement les 3400, voire un petit peu plus bas les 3250 pour aller retravailler justement des zones importantes pour pouvoir se consolider. Mais en tout cas, on prend un petit peu de recul, rapidement, on est dans une phase qui est majoritairement haussière, d'accord? On est dans quelque chose qui structurellement est haussier, nous sommes dans une correction de cette structure haussière. Donc là-dessus, est-ce qu'on est en train de se consolider ici pour repartir à la hausse? Est-ce qu'on va break baissier pour retravailler par exemple 10 500 ou les 9 500? En fait, ça importe assez peu, tant qu'on ne casse pas des niveaux cruciaux qui sont ici le point bas structurel qui a été laissé, qui est les 6500. Là, actuellement, on est dans une zone de retracement fort. La question, elle est, est-ce qu'on a fini le retracement ou est-ce qu'on va continuer et aller chercher potentiellement les 618 qui sont à 10 500
par exemple, pour retravailler une zone très très forte au niveau du Nasdaq et du SP500. Et là-dessus, il faut prendre un petit peu de recul entre ce que je vous présente dans la macroéconomie, regarder si c'est pas fait la vidéo de la semaine dernière pour comprendre la notion de narratif et l'impact que ça a sur les cours, et qu'il faut se désolidariser de la notion de narratif structurel qui est en train d'être donné, pour prendre un petit peu de recul, et justement, derrière, réfléchir quel est l'impact que ça peut avoir sur les crypto-monnaies. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une forme de résilience, donc une continuité par exemple du marché classique qui descend, travailler les 10 500 voire les 9 500, et à côté le BTC qui va se transformer en une zone de neutralité, de ranging ici, avec une forme de résilience structurelle qui s'effectue. Parce que on sait que actuellement le BTC est capable de résister au marché traditionnel. Là, ça a été prouvé déjà sur court terme, même sur le long terme, on sait qu'on peut structurellement arriver à quelque chose qui peut justement avoir une forme de neutralité, même si on a une macroéconomie qui est mauvaise. Et c'est quelque chose aussi que le merge avec Ethereum, parce que Ethereum porte aussi, on n'oublie pas, c'est une structure, enfin c'est un marché qui est un petit peu différent, mais qui porte les use cases, alors que le BTC porte la valeur. On a deux schématiques qui peuvent justement s'entraider et se mettre en place. Et c'est un petit peu l'idée que j'ai, et c'est mon biais aussi sur lequel j'aborde mon investissement en crypto-monnaie depuis déjà un certain temps, et voilà. Permettez tout simplement de vous le présenter, et c'est l'idée dessus. L'important c'est prendre du recul, se dire qu'on est dans une zone très intéressante pour acheter et investir sur du long terme, qu'en fait le bruit court terme importe assez peu, que dans tous les cas la macroéconomie a un impact, mais qui peut être assez relatif par rapport à ce qui se passe actuellement et ce qui pourrait se passer au niveau des crypto-monnaies en fonction des news fondamentales qui sont en train de se structurer au niveau du marché total de la crypto-monnaie, et qu'il faut se désolidariser de la notion de narratif macroéconomique qu'on nous donne. Le petit point sur lequel je vais terminer pour vous donner un petit peu cette idée-là, pour rappel, ici, on était en train de crier to the moon. D'accord ? On voyait les 100K, on voyait les 100 000. D'accord ? On avait un narratif qui était excessivement positif. Vraiment très très positif. Pareil, sortie de la crise Covid, narratif très positif, parce que justement c'était un retour de l'économie, un retour de la consommation, et derrière qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu un break baissier, alors que le narratif était majoritairement positif. Donc, qu'est-ce qui ferait que ici on ait la même schématique, narratif très négatif, break haussier. Voilà, juste une petite schématique entre la notion de narratif que l'on a globalement et la notion de réalité des cours. C'est le même principe, on n'a toujours pas envie d'acheter quelque chose avec un narratif négatif, d'accord, sur lequel on se dit ça va continuer à descendre, c'est fini. Donc on n'achète pas cette zone-là, alors que c'est la zone où il faut acheter. Pareil, ici on se dit que ça va aller toujours beaucoup plus haut, donc on achète, alors que, notamment, il faudrait vendre, parce que ce sont des zones sur lesquelles on prend des profits. Et c'est le même principe de la notion de psychologie de marché, et avoir ce recul-là permet de se structurer, et derrière, de prendre du recul par rapport au narratif, qui est donné majoritairement par les nouvelles, par un ensemble de choses. Oui, macroéconomiquement, on sait que ce n'est pas bon, mais dans tous les cas, ce n'est pas parce que c'est pas bon qu'on ne peut pas avoir une forme de reprise ou une forme de neutralité sur le marché classique et sur le marché normal. Parce que on n'oublie pas, derrière le marché classique price et le marché de la crypto, elle a un narratif qui est encore particulier et a des fondamentaux qui sont particuliers. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec
nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.